Bienvenue dans ce premier numéro d'I24Net, le magazine qui regarde l'actu à travers les réseaux sociaux et décrypte avec vous ce média devenu incontournable. Au programme cette semaine, un grand dossier consacré à l'ubérisation. Alors derrière ce terme barbare se cache ce qui est peut-être une révolution économique grâce à Internet. Le lien entre prestataires et consommateurs est désormais direct, rapide, sans contrainte. Mais alors doit-on s'inquiéter ou se féliciter du succès de Uber ou Airbnb? On en parlera avec nos invités, Michael Gomel et Philippe Moati. Chaque semaine, on vous présentera un internaute qui change le monde, ou en tout cas son monde en utilisant Internet. Cette semaine, Chloé Demoulin nous présentera celui qui a changé la manière de parler de science sur le net et qui s'appelle Bruce Benamran. Et on terminera cette émission avec un condensé des images qu'il faut avoir vues cette semaine sur le net. Mais comme je vous le disais, I24Net, c'est aussi le regard des internautes sur les événements. La semaine vue du net, c'est tout de suite et c'est l'actu en tweet. Recueillement ce dimanche, place de la République, en hommage aux victimes des attentats. Les internautes ont exprimé leur attachement à l'esprit du 11 janvier, comme Alexandre qui se dit toujours Charlie. Émotion également dans la foule, parfois en larmes, comme le raconte la journaliste Maud Vallereau. Dans cette cérémonie, il y avait quelque chose d'une messe, relève Claude Askolovitch, comme si la République demeurait notre religion commune. Une nuance toutefois, Geoffroy Clavel note que l'affluence n'a pas été aussi importante que prévu place de la République, du moins en comparaison avec la marche républicaine du 11 janvier 2015. Même émotion samedi soir, porte de Vincennes, un an après les attentats de l'Hypercacher. De nombreux internautes ont publié les visages des 4 victimes de l'attentat antisémite du 9 janvier 2015. Sur Twitter, Manuel Valls parle d'une douleur intense, un discours sans équivoque et apprécié par les personnes venues assister à la cérémonie. Jordan Jablonka salue Manuel Valls qui affirme l'antisémitisme de l'extrême gauche est tout aussi inacceptable que celui d'extrême droite. Souvenir, discours d'apaisement mais aussi colère et crainte pour cet internaute, marre d'entendre que ce sont des égarés. Après les agressions sexuelles dont ont été victimes des dizaines de femmes à Cologne le soir du Nouvel An, la maire de la ville, Henriette Recker, a provoqué un véritable tollé sur Internet. En cause, un tweet dans lequel elle conseillait aux femmes de garder une certaine distance plus longue que le bras avec les inconnus pour éviter les agressions sexuelles et également les amalgames. Des propos qui ont suscité la polémique en Allemagne mais aussi dans toute l'Europe. Margot interpelle la mère et lui demande en quoi ça avance de faire croire aux victimes que leur attitude est en cause. Mais la majorité des internautes préfèrent l'ironie. Sarah dit se sentir en sécurité depuis qu'elle se balade les bras écartés en respectant une distance d'un bras avec les inconnus. Basti se demande lui ce qui se passerait si le bras de l'agresseur était plus long que celui de la victime. Le mot-clé arm's abstand, c'est-à-dire distance de plus d'un bras, est devenu un phénomène et la source de toutes les moqueries sur Twitter. La maire de Cologne, elle, a supprimé son tweet d'un tour de bras. Lors de ses vœux à la nation, François Hollande a annoncé un grand plan pour l'emploi. Alors dans ce domaine, Internet semble déjà avoir un train d'avance. Depuis quelques années, se sont développés des sites sur lesquels chacun peut s'improviser, chauffeur de taxi ou encore loueur de chambre d'hôtel. Mais ces nouvelles pratiques posent de graves questions car elles remettent en cause tout un modèle économique. Explication et décryptage des enjeux de ce qu'on appelle l'ubérisation avec Chloé Demoulin. Aéroport de Paris, Charles de Gaulle, 26 juin dernier, des taxis à cran agressent des chauffeurs Uber Pop. Une manière violente de protester contre la concurrence qu'ils jugent déloyale du service Internet. On a acheté des licences à 250 000. Aujourd'hui, on paye cher. Et il y a des VTC, des voitures banalisées qui viennent et qui s'installent sur le marché sans rien payer, ni charge, ni RICI, ni droit de mutation, rien du tout. Tout le monde a peur de se faire ubériser, c'est ce que déclarait le patron de Publicis, Maurice Lévy, fin 2013. Le phénomène avait désormais un nom. Mais quels sont les enjeux derrière cette nouvelle forme d'économie dite participative? Dans le transport, l'hôtellerie, la culture, l'ubérisation, c'est un modèle économique sans contrainte qui relie via Internet directement le consommateur à un prestataire. Et l'invention du terme sonne comme un hommage au précurseur, la société américaine Uber, créée en 2009. On a un outil formidable dans les mains parce que les gens ont besoin de ça. On voit dans Paris, il y a beaucoup de voitures, ils ont besoin de faire des petits déplacements, des choses que les taxis ne voulaient pas faire et tout ça. Et donc il y a une forte demande. Mais Uber n'est pas la seule entreprise à avoir investi sur ce créneau porteur. Blablacar pour le covoiturage, Airbnb pour la location d'appartements, la belle assiette pour la cuisine à domicile, librairie, banque, assurance, avocat, pompe funèbre. Peu de secteurs échappent au phénomène.
Une offre qui s'étoffe, des prix qui baissent, des emplois qui se créent. C'est une concurrence, mais c'est une concurrence au même titre que prendre un Vélib, que prendre un Autolib, que prendre le bus. Donc c'est une pierre en plus dans l'écosystème du transport. Une fédération d'auto-entrepreneurs a même créé un observatoire de l'ubérisation. Pour eux, c'est un changement rapide des rapports de force grâce au numérique. Autre raison du succès, ces plateformes collaboratives permettent à de plus en plus de particuliers d'arrondir leur fin de mois, des revenus complémentaires appréciés en période de crise. Mais cette ubérisation tout azimut bouscule l'économie traditionnelle et ne suscite pas que des éloges. Une invention barbare, une malédiction qui ferait trembler tout le monde, même l'État. Les taxis européens ont été les premiers à sonner la charge contre Uber. Résultat, en septembre dernier, l'entreprise américaine a dû renoncer au service Pop France. Donc ce groupe Uber Pop doit être dissous et déclaré illégal. Même fronde dans de nombreux autres secteurs. Tous dénoncent l'individualisation des échanges, la suppression des intermédiaires ou encore la précarisation des travailleurs. Même le trésor public fait grise mine. L'économie du partage reste une zone fiscale opaque. Par exemple, peu de particuliers déclarent les revenus qu'ils en tirent, si bien que le Sénat français envisage de les taxer. Entrer dans la vie et les habitudes de millions d'individus. L'ubérisation est donc en marche. Reste à savoir, comme pour toute révolution, si elle tiendra ses promesses. J'accueille sur ce plateau Chloé Demoulin, journaliste Yves24net. Et vous, Mickaël Gomel, vous êtes consultant spécialiste de l'économie numérique et initiateur du Startup Tour. Alors, Mickaël, ce qui est paradoxal, c'est que l'économie participative dont on parle dans le reportage est à la base une idée d'altermondialiste. Et puis, finalement, on voit qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent leur vie avec Uber et Airbnb, n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de protection sociale, il y a une concurrence extrêmement sauvage. Ma question, c'est est-ce que l'ubérisation, est-ce que ce n'est pas finalement le capitalisme à son paroxysme, à ce qu'il a produit de pire ? Alors l'ubérisation, qu'est-ce que c'est ? Pour revenir encore en 2 mots sur ce que vous avez mentionné dans votre reportage, c'est la mise en relation de particulier à particulier à travers une plateforme Internet qui leur permet d'échanger des biens ou des services entre eux. La première génération, qui était caractérisée par Napster notamment, permettait l'échange de fichiers musicaux entre particuliers. Avec l'évolution des technologies, on a pu intégrer des moyens de paiement sur ces différentes plateformes et on a aujourd'hui monétisé ces échanges de biens et de services. Donc effectivement, les consommateurs échangent des biens et des services monétisés sans l'intermédiaire des sociétés traditionnelles. Alors justement, il y a quand même ce problème de la régulation. Les taxis payent une énorme licence de plus de 200 000 euros à Paris. Les hôtels payent des charges, respectent des normes très strictes. Et pourquoi, lorsqu'il s'agit d'Internet, on arrive systématiquement dans une sorte de vide juridique, une zone de non-droit ? Est-ce que, pourtant, on sait que l'économie se fait sur Internet depuis 10 ans, pourquoi Internet reste une zone de non-droit économique où il n'y a toujours pas de loi pour encadrer ces pratiques ? Alors l'État, effectivement, a 2 problèmes vis-à-vis de cette nouvelle économie qui se met en place. D'une part, la régulation pour assurer la sécurité donc, des usagers. Et d'autre part, effectivement, il voit des revenus qui sont générés de façon très importante et qui passent à travers finalement la taxation. Donc ce sont ces 2 aspects que l'État essaie d'endiguer, entre guillemets, avec beaucoup de retard, parce que l'État de toute façon est très lent pour réagir à ce type d'évolution technologique. Mais on le voit par exemple à Paris, Airbnb aujourd'hui collecte auprès de ses utilisateurs la taxe touristique qu'il reverse ensuite à la mairie de Paris. Donc c'est un début d'évolution. Alors on va prendre un exemple qui date d'il y a une dizaine d'années. Quand Internet est arrivé, qu'il y a eu le téléchargement illégal, l'industrie du disque a crié au loup et s'est dit complètement détruite. Et finalement, 10 ans plus tard, des nouveaux modèles économiques se sont créés. Est-ce que les grands mastodontes de l'économie ne sont pas en tort ? C'est-à-dire qu'est-ce que ce ne sont pas à eux aujourd'hui de s'adapter aussi vite que la technologie ? Alors absolument, ils mettent aussi du retard avant de s'adapter. On a vu dans l'industrie musicale, vous le mentionnez effectivement, ça a été le premier secteur qui a été confronté à ce type de technologie. Et ça a fait émerger de nouveaux modes effectivement de consommation musicale. Il y a eu adaptation. Voilà, avec Deezer, avec Spotify par exemple. Justement, l'ubérisation, c'est pas la prise de pouvoir du consommateur qui demande de meilleurs services, plus de flexibilité. Alors ça, de toute façon, le consommateur dans une économie libérale est toujours celui qui décide finalement du type de service et du type d'offre qu'on va lui proposer, même si la technologie permet justement d'offrir de nouvelles possibilités. Quand le train est apparu au 19e siècle, les gens ont délaissé leur calèche pour se rendre en train dans les villes environnantes. Aujourd'hui, on utilise Blablacar pour aller de Paris à
à Genève, de Paris à Mulhouse. Alors, on est en ligne avec Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris Diderot, cofondateur de l'Observatoire de la société de consommation. Alors, je vais vous poser une question assez simple. Qui sont les bénéficiaires de l'ubérisation? Est-ce que ce sont les consommateurs, les sites internet et deuxième partie de la question, qui sont les grands perdants? Les bénéficiaires, vous les avez bien pointés. On peut considérer qu'en général, ce sont les consommateurs. En tout cas, lorsque ce que vous appelez l'ubérisation apporte de l'innovation, une amélioration de la qualité de service ou très sûrement de la baisse des prix. Pour certaines pratiques collaboratives, ça a été un petit coup de pouce au pouvoir d'achat dans une période qui le réclamait. Ça a aidé à gérer cette traversée du désert sur le plan du pouvoir d'achat. Donc les consommateurs sont gagnants. Les grands gagnants, sans doute, ce sont les sites qui sont à l'origine de tout ça. Les principaux perdants, ce sont évidemment les acteurs des secteurs qui sont frontalement concurrencés par ces nouveaux modèles économiques et qui ont du mal souvent à répondre parce qu'ils sont sur des modèles complètement différents. Ils sont victimes d'inertie économique, organisationnelle, etc. On l'a vu clairement avec les taxis. Et quelquefois, d'ailleurs, le taxi le montre très bien, ils sont entravés par un cadre réglementaire qui les contraint, alors que les nouveaux entrants, eux, ont les coups des franches. Donc là, il y a quelque chose qui est un peu assimilable à une distorsion de concurrence et qui justifie quelque part l'intervention publique pour pacifier les choses. Merci. Et puis derrière ça, n'oublions pas les salariés. Les salariés qui, parce que quelque part, c'est ce qui paraît très sympathique, est une forme d'attaque de la société salariale et c'est la promotion du travail indépendant, sans protection juridique, sans protection sociale. Donc c'est le côté sombre de cette affaire-là et l'avenir nous dira si l'ubérisation n'a pas sonné le glas de la société salariale. Merci beaucoup Philippe Moati d'avoir témoigné dans cette émission. Maintenant, on va passer à l'internaute qui change le monde avec Chloé. Alors Chloé, chaque semaine vous nous parlez d'un internaute qui change le monde ou en tout cas son monde en utilisant cet outil qui est Internet. Et alors cette semaine, on va parler de quelqu'un qui parle justement de science. Il s'appelle Bruce Benamran. Exactement. Alors si je vous dis apprendre en s'amusant, au mieux vous pensez à ce genre de documentaire. Phobos poursuit une trajectoire fatale. Elle orbite à 5500 km de Mars, c'est-à-dire plus près de sa planète que toute autre lune du système solaire. Alors faire de la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Vos enfants connaissent sûrement Fred et Jamie. Mais Bruce Benamran, lui, a décidé de laisser de côté les maquettes et de nous parler de science en direct depuis son salon. Regardez. Pourquoi le ciel est bleu? C'est quoi un arc-en-ciel? Combien est-ce que l'être humain a de sens? Pourquoi les Anglais roulent-ils du mauvais côté? Pourquoi le fait de bâiller est contagieux? Pourquoi la relativité restreinte s'appelle la relativité restreinte? Bruce Benamran, c'est ce qu'on appelle un YouTuber, c'est-à-dire un internaute qui a créé sa chaîne et qui diffuse sur YouTube les vidéos qu'il a produites lui-même, des vidéos dans lesquelles il répond avec sérieux, mais aussi avec beaucoup d'humour à toutes les questions qu'on peut se poser, du type pourquoi le ciel est bleu ou encore pourquoi les astronautes flottent dans l'espace. Et ça cartonne puisqu'en 2015, il a quintuplé son audience. Regardez, plus de 580 000 personnes sont abonnées à sa chaîne Y Penser, un succès qui se confirme sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook totalise plus de 100 000 likes et plus de 80 000 internautes le suivent sur Twitter. Cerise sur le gâteau, il a même été invité par le comédien Alexandre Astier à venir le rejoindre sur scène et donc à donner ses cours sur scène. Alors, la vulgarisation scientifique, c'est un exercice que l'on connaît. Vous avez cité Fred et Jamie. Quels sont les ingrédients qui font que ces vidéos dépassent souvent le million de vues sur Internet? Qu'est-ce que Bruce Benamran a justement en plus? Bien, comme beaucoup d'autres youtubeurs, il a su créer de nouveaux codes, un nouveau langage plus direct pour parler de phénomènes qui au départ n'étaient pas forcément glamour. Nos confrères de France 3 lui ont demandé quelles sont selon lui les recettes du succès. Voilà ce qu'il répond, on l'écoute. Je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une chaîne sur laquelle on puisse vraiment aller le plus loin possible dans le détail, sans avoir besoin de mathématiques, sans avoir besoin de prérequis. Moi, le seul prérequis qu'il peut y avoir sur ma chaîne, c'est d'avoir vu éventuellement les épisodes précédents. En fait, ça marche parce qu'il mélange des questions légères que tout le monde se pose, du type pourquoi bâiller est contagieux, à des principes physiques beaucoup plus compliqués, mais toujours expliqués avec la même légèreté. Voilà, donc ça s'appelle Y Penser, c'est totalement gratuit et ça permet à plus de 500 000 abonnés d'apprendre en s'amusant. Merci beaucoup Chloé. Alors pour finir cette émission, on vous a condensé toutes les vidéos et les images venues du web qu'il faut avoir vues pour briller à la machine à café. C'est 1 minute sur le web. Ils sont 1 300 000 internautes à avoir été émus par cette bataille de boules de neige pas comme les autres.
À Sid, à la frontière serbe, un policier a fait face avec le sourire à une dizaine d'enfants réfugiés syriens et irakiens qui attendaient le train pour la Croatie. Une vidéo filmée par le coordinateur du commissariat aux réfugiés de Serbie et qui est devenue rapidement virale. C'est la demande en mariage de la semaine et elle est stratosphérique. Cherchant à faire chavirer le cœur de Maylene, Sean White, un habitant de Calgary au Canada, a envoyé la bague de fiançailles destinée à sa bien-aimée dans l'espace. La vidéo de la demande spatiale a fait le tour du monde et la mariée, elle, a dit oui. Après une rentrée médiatique intense, Alain Juppé a fait un passage remarqué dans une maison de retraite bordelaise. Pour égayer le quotidien des pensionnaires, le candidat à la primaire des Républicains s'est laissé aller à une danse endiablée. Des images vite repérées par les internautes qui lui ont valu des détournements dont le net a le secret. Voilà, c'est tout pour ce tour de l'actu vu du web. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook d'i24 News ou sur le hashtag i24newsnet. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau rendez-vous avec l'actu venue du net.